pour l'heure, donc, on parle de compromis, la promesse du compromis, de la recherche, ou plutôt de cette promesse du compromis. Elle est inhérente au construire ensemble. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, deux intervenants. Le premier est sociologue, animateur du blog Négociation collective, enseignant à l'INSA, à Lyon, l'école d'ingénieurs. Le second est un consultant DRH durant 40 ans de vie professionnelle, tous secteurs confondus. Voici Christian Tudrose et également François Ariès. Allez-y messieurs, avancez-vous, prenez toute la lumière sur scène ici à Strasbourg. Aujourd'hui, vous voyez le coin salon, François Ariès, c'est là qu'on va s'installer d'ici quelques secondes. Pendant l'exposé de Christian Tudrose, je vous laisse regagner le pupitre si vous le voulez bien. Vous nous rejoindrez ensuite pour continuer à échanger. Le compromis ne peut se nouer que s'il existe un avenir commun. C'est bien ça, Christian Tudrose. La parole est à vous. Merci. Merci de votre invitation. Dans son ouvrage « La vie des hommes illustres », Plutarque, pour raconter la vie de Romulus, met en scène sa femme, Erzilie, une Sabine qui, jeune fille, a été enlevée par les Romains. Mariée de force à Romulus. Les Sabins, quelques années plus tard, désireux de se venger, reviennent pour les combattre. Au cours de la bataille, raconte Plutarque, Erzilie s'avance au milieu des soldats et Plutarque met les mots suivants dans la bouche de Erzilie. Et vous avez donc le tableau de Jacques-Louis David qui représente la scène. Et Erzilie, vous le voyez, à la fois sépare et réunit les combattants et leur déclare ceci. « Si c'est pour nous que vous vous faites la guerre, alors rendez-nous nos pères et nos proches, Sabins, sans nous priver de nos maris et de nos enfants, Romains. » À ces mots, raconte Plutarque, Romains et Sabins cessent aussitôt le combat, décident d'unir leur peuple et Rome est fondée. Ce message d'Erzilie est d'une grande heuristique. Contrairement à ce que nous croyons, il est donc toujours possible de concilier ce qui est pourtant présenté comme inconciliable. Cette solution, celle du compromis, où des individus renoncent à leurs prétentions, renoncent à imposer leur volonté et co-construisent une solution satisfaisante pour tous, n'a pas vraiment bonne presse en France. Nous sommes ainsi les seuls en Europe à ne pas le considérer comme ce qu'il est pourtant, la plus grande invention de l'humanité, comme le qualifiait un sociologue allemand en 1908, Georg Simmel. Pourquoi ce rejet du compromis est-il aussi vif en France? Les raisons ne manquent pas et toute notre histoire sociale et politique s'est construite sur ce refus des compromis. Nous croyons que décider, c'est trancher, que délibérer, c'est palabrer, et que nouer des compromis, c'est se compromettre soi-même. Les théoriciens du management, pour la plupart, ont dénigré le compromis. C'est notamment le cas de Mary Parker Follett, qui théorisa pourtant un management qu'elle appelait intégratif, on dirait inclusif aujourd'hui, mais aussi Robert Blake et Jeanne Mouton, dont ils ont dit « pique-pendre du compromis ». Ces reproches sont injustes, mais ils traduisent une conception obsolète des rapports sociaux et politiques où triomphe encore une verticale du pouvoir et une approche autoritaire et parfois arbitraire du management. Bizarrement, ce sont les défenseurs ou les promoteurs du compromis qui doivent justifier d'y parcourir. Demande-t-on au parapluie de se justifier de ne servir qu'en cas de pluie? Nous avons ainsi un certain nombre d'images, notamment des publicités, qui nous sont infligées, par exemple. Bref, le sans-compromis, comme si la question même du compromis était une question trop embarrassante dont il faut se débarrasser. Donc, il nous faut nous défaire de ces images-là pour envisager une autre manière de penser, de travailler, de manager, d'innover, en misant sur l'intelligence collective, sur le débat contradictoire, sur la confrontation des arguments, sur la recherche du consensus, en réfléchissant donc à une société du compromis. Est-ce là une vision
œcuménique, propre aux rêveurs, sympathique mais inefficace. Non, et pour une raison simple, il n'y a pas d'alternative crédible au compromis. Quels sont en effet les opposés, les antonymes du compromis? L'intransigeance. Peut-on croire une seconde qu'il s'agit là d'une méthode sérieuse de management dans nos organisations? Non. L'exercice de l'autorité? Mais on le sait depuis Chester Barnard, qui, quand il était président de la Bell Telephone Company, avait théorisé l'autorité et il disait qu'il n'y avait d'autorité que consentie par celles et ceux sur lesquels elle s'exerce. La décision tranchée. Mais c'est évidemment dans un monde, c'est illusoire, parce que dans un monde où tout est mouvement, où l'imprévu est permanent et le permanent est illusoire, nos décisions doivent garder un maximum de réversibilité le plus longtemps possible. Donc, bienvenue au compromis. Encore faut-il le qualifier correctement, le définir avec précision, en saisir les formes multiples. C'est l'exercice auquel je vais me livrer rapidement. Commençons par un premier cadrage. Parler de négociation, parler de compromis, donc, c'est parler de décision. C'est donc par là qu'il faut commencer. Dans nos organisations de travail, on a généralement deux types de décisions. Les décisions unilatérales et la décision collective prise à plusieurs. Mais on parle également de consultation, de concertation, de co-construction, de négociation, et le plus souvent, on mélange un peu toutes ces notions, d'où naissent incompréhension et désaccord. Pour simplifier, consultation et concertation, ce sont des délibérations collectives, mais il n'y a qu'un seul décideur au final qui opte pour reprendre une part des avis ou pas. C'est donc une aide à la décision. Par contre, négociation et co-construction, ce sont des délibérations collectives, mais aussi des processus de décision conjointe. Il y a plusieurs décideurs, mais ils doivent s'accorder sur une option à prendre ensemble. C'est pour ça qu'on utilise le terme de décision conjointe. C'est cela une co-construction, puisque c'est le produit d'une confrontation entre des options différentes, dont certaines vont être amendées, d'autres combinées, d'autres adoptées en l'état ou d'autres éliminées. Comme on chemine sur le papier un processus de co-construction d'une décision conjointe, en gros 3 étapes: identification du problème à résoudre, conception de solutions pour le résoudre et sélection d'une des solutions qui ont été conçues. Dans un processus de concertation, l'étape 2 est valorisée, c'est celle de la conception. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on pourrait faire cela, etc. Dans un processus de négociation, par contre, c'est l'étape 3 qui est priorisée, la sélection de l'option. Toutes ces étapes sont importantes, aucune ne peut être négligée, mais on commet certaines erreurs. Par exemple, dans un processus de négociation, la première étape, se mettre d'accord sur le problème, c'est une étape qui est généralement un peu squeezée. Et donc sont prises des décisions qu'il faut appeler des décisions médiocres parce que la caractérisation du problème, du vrai problème, n'a pas été effectuée. Autre problème, dans un processus de négociation, l'étape 2, c'est-à-dire l'étape de la conception de solutions, généralement on passe un peu trop vite. On s'arrête grosso modo à la première solution qui semble satisfaisante pour tous. Un prix Nobel d'économie, Herbert Simon, appelait ça, en jouant sur les mots, une solution satisfaisante, puisqu'il faisait se heurter la satisfaisant et suffisant pour dire qu'effectivement, généralement, les solutions qui nous viennent à l'esprit, sur lesquelles tout le monde tombe vite d'accord, ce ne sont pas souvent les meilleures. Et parmi ces solutions co-construites, il y a donc le compromis. Qu'est-ce qu'un compromis? 3 caractéristiques. La première, c'est la mise en compatibilité d'options rivales. Deuxième caractéristique, ce compromis est fondé sur le désistement des prétentions, ce qu'on appelle des concessions, et ces concessions sont réciproques, c'est-à-dire qu'elles sont conditionnées. Si je concède, concéderas-tu à ton tour? Et puisque tu as concédé, alors je vais poursuivre dans ce chemin. Et puis, troisième caractéristique, cela vient d'être dit par Maxime, un compromis, c'est tourné vers l'avenir. C'est
une futurité commune qui est conclue par les différents partenaires. Et pour une raison simple, c'est que nous appartenons au même système d'action et nous savons que notre propre avenir est lié à celui des autres. Il y a là, vous l'imaginez, en miroir de ces caractéristiques-là, de bonnes raisons de refuser les compromis. Si vous tentez de concilier ce qui a été présenté à l'origine comme inconciliable, on va vous faire le reproche que vous acceptez ce que vous refusiez hier. Ou alors, vous allez, entre guillemets, mettre de l'autre dans votre vin, renoncer à un certain nombre de prétentions, et dans ce cas-là, on va vous accuser d'opportunisme ou de lâcheté. Ou alors, vous allez faire une concession parce que vous la jugez nécessaire, et on va vous reprocher de bazarder vos valeurs, et évidemment, le mot « compromission » va être immédiatement prononcé. Sachant que ce mot existe dans 2 langues au monde, la langue française et la langue allemande, mais la langue allemande a utilisé ce mot, simplement a forgé ce mot au XIXe siècle en se calquant sur le mot français. Nous sommes la seule langue au monde à parler de compromission. Bien, on va donc déplorer le défaut de rationalité du compromis, l'opportunisme des contractants, et évidemment, on va proclamer la liberté de la loi, l'oppression du contrat, valoriser l'esthétique des mains propres, pour bien faire sentir que le compromis, c'est toujours se salir les mains. Que déduire de tout ce que je viens de vous indiquer? Au moins ces 3 conseils-là, ces 3 premiers conseils. Ne pas considérer le compromis comme un second best, ce à quoi on se rallie, faute d'avoir triomphé dans nos prétentions premières. Plutôt l'imaginer en première option, puisque dans la plupart des cas, vous allez devoir opter pour un compromis. Autant commencer et faire bien du premier coup. Deuxième conseil, ne pas concevoir ce compromis comme une simple division des préférences par 2. J'ai coutume de dire à mes étudiants, quand vous avez soif, et que vous savez que le proverbe c'est une poire pour la soif, mais si vous êtes 2 à avoir soif et qu'il n'y a qu'une seule poire, eh bien, au mieux, vous continuerez d'avoir demi-soif. Donc, tout le monde est toujours insatisfait. Et puis, troisième conseil, ne pas utiliser ou concevoir le compromis comme une solution moyenne, comme on a tendance à le faire, mais plutôt comme le disait Aristote en parlant donc, de la vertu du juste milieu, la mésotès, donc de considérer le compromis comme un sommet, c'est-à-dire la meilleure solution possible compte tenu des positions et des préférences de chacun. Et à partir de là, de considérer ce compromis comme un camp de base à partir duquel vous pouvez progresser et continuer de concilier les prétentions pour en faire un accord de meilleure tenue. Donc ça signifie inventer des solutions, élargir la problématique, ne pas rester au seul problème à régler, mais en profiter, par exemple, pour interroger plus largement l'ensemble de l'organisation qui a secrété ce problème. Donc c'est du management par compromis. À quoi ressemblerait ce management qui est nulle part décrit dans les manuels? 2 principes, à minima, pourraient le définir. Ce que je vous propose, c'est d'abord un état d'esprit, être attentif à l'attention portée à autrui pour s'enrichir de cette différence, de sa différence. S'attendre à l'inattendu, distinguer sans séparer, relier sans confondre, avoir le courage de la nuance. Je vous laisse finir cette liste, mais c'est bien de changer d'état d'esprit de la manière dont on manage les organisations et les personnes qui y travaillent. Deuxième principe, une pratique de la prise de décision qui soit fondée sur quelques idées fortes. Je vous en propose quelques-unes. Principe de subsidiarité, ça a été dit par Fabienne Kaller. Tout problème est réglé au niveau où il se pose et par les meilleurs experts du problème. Des procédures justes, transparentes, éprouvées, révisables. La confrontation des points de vue, car Michel de Montaigne le disait déjà, il faut incessamment, sans cesse, limer, frotter nos cervelles avec celles d'autrui. Et puis, plutôt que l'argument d'autorité, préférer la loi du meilleur argument, ce qui permet de se mettre d'accord plus facilement. Ceci dit, très concrètement, bâtir des compromis, construire ensemble, comment s'y prendre? Je vais donc aborder très rapidement
je serai beaucoup plus court, les techniques de mise en compromis, là aussi nulle part enseignées. Ou peut-être dans vos établissements, et dans ce cas, je vous écouterai avec grand plaisir. Parmi les techniques, il y a par exemple ce que j'appelle le compromis par intersection. Exemple, en Allemagne, pour former une coalition, les conservateurs et le SPD, les socialistes allemands, en fait, choisissent chacun dans leur programme 2 ou 3 propositions, et le programme de la coalition est fondé sur ces choix que chacune des parties a fait, et donc ça vous fait un programme politique qui peut fonctionner. Ça fait 10 ans maintenant, 11 ans, que l'Allemagne est dirigée de cette manière, gouvernée de cette manière. Le compromis par conjonction, on fusionne les listes en totalité, c'est nos collègues belges qui font comme ça tangue un peu, mais c'est une possibilité aussi. Le compromis par égalisation, ou par exemple, si vous avez un programme politique avec un mix énergétique comprenant 20% de nucléaire chez l'un, 50% de nucléaire chez l'autre, 20 plus 50, 70, on signe l'accord à 35% de nucléaire dans le mix énergétique. Le compromis par compensation, quand le plus mal doté se voit attribuer un lot de consolation. Le compromis par innovation, quand les partis délaissent leurs prétentions d'origine et essayent de rechercher une solution satisfaisante pour les deux, mais différente. Et donc, au lieu, par exemple, de se déchirer pour savoir si on regarde TF1 et le match de foot ou Arte et le dernier film de Pedro Almodóvar, les deux conjoints décident d'aller s'offrir une belle soirée au restaurant de la ville. Le maître mot est donc inventer, nouer des compromis. C'est inventer des formules appropriées aux situations. Cela suppose d'être imaginatif, d'être attentif à tout ce qui vient contrecarrer la co-construction des solutions. Et donc, il y a quelques conseils, là aussi, des biais cognitifs qu'il faut éviter, la polarisation des habitudes, notamment quand le climat se tend brusquement, la pensée de groupe, où on est tous d'accord tout de suite, c'est mauvais signe, l'oubli des conséquences, toutes nos actions, toutes les décisions que nous prenons ont des conséquences, il faut donc les anticiper, ou les décisions prises sans véritable délibération, où à la fin de la réunion, l'animateur ou le président dit « tout le monde est OK, on fait comme ça », mais on oublie de poser la question à ceux qui ne sont précisément pas d'accord, mais qui ne s'expriment pas. Donc, être attentif à la qualité des processus, explorer différents scénarios, ne pas s'arrêter au premier, interroger les chaînes de causalité pour mieux identifier le problème exact, imaginer le pire pour s'en prémunir, instituer la procédure de l'avocat du diable, collecter un maximum d'informations, etc. Là aussi, je vous laisse poursuivre cette liste. Je conclus. Nouer des compromis, c'est accepter le monde tel qu'il est, avec sa complexité, son intercitude, pour en faire un espace de délibération et de décision collective, puisque nul d'entre nous n'a la capacité seule de penser ce monde en totalité. Ce n'est donc possible que si nous combinons nos visions partielles dans un même effort collectif. Merci. Merci à vous, Christian Tudrose, et je vous laisse regagner le coin salon. Nul doute que votre exposé et vos propos font réagir. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous connaissez la formule via l'appli Snell Event, mais pour réagir également, et d'abord et avant tout, François Ariès. François Ariès, je le disais, 40 ans dans le domaine des ressources humaines, avec différents types d'industries, d'entreprises, tout domaine confondu. Vous vous définissez vous-même comme le mercenaire de la RH, le Nikita du collectif, l'image de liquidateur à la Léon, ce sont les termes ou les étiquettes qui vous ont été parfois collées. On va y revenir sur vos différentes expériences dans des sociétés américaines, par exemple. Avant cela, pour amener encore plus de concret que les exemples donnés par Christian Tudrose, je vous propose de démarrer par un cas pratique, pris au hasard devant nos chefs d'établissement du SNEL aujourd'hui. Je suis directeur d'école et je dois faire face à une problématique de révision à la baisse de mes effectifs, obligé de réorganiser l'établissement. Cette problématique, je la partage avec le corps professoral, les parents d'élèves. Où se trouve, selon vous, la logique de compromis dans ce cas-là?
Bon, d'abord, je remercie Maxime de ce tableau élogieux de présentation qu'il m'a fait. Je vous en prie. Mais je suis quand même toujours parti en bon terme de mes entreprises. Donc, a priori, le travail qui était à faire, au moins, a été bien fait. Alors, pour préparer ça, sur la demande de Mathieu, je me suis dit, qu'est-ce qui pouvait vous parler comme cas, en fait, tout simplement. Et on s'est donc dit, ensemble, on allait partager avec vous une démarche qui est de dire, j'ai un problème, je suis directeur d'école, et j'ai quelque chose qui arrive, qui est une diminution de la population scolaire. Ça arrive et ça va continuer d'arriver. Face à cette situation, je suis directeur d'établissement, donc je dois réagir. Je suis le boss de la structure. Mon collectif m'attend que je propose quelque chose. Je ne vais pas subir, je dois agir dessus. Donc, quelles sont les hypothèses que je vais avoir? La première, je vais raisonner en business. Ok, je suis sur un schéma concurrentiel. Donc j'ai un concurrent qui a l'éducation nationale. Donc je vais me mettre sur un schéma compétitif. Je vais essayer de faire mieux que lui. Parce que je vais devoir ramener mes élèves, enfin ramener mes parents d'élèves et mes élèves. Quel est le risque? L'effet inverse. Le risque, c'est vous rentrez dans une démarche consumériste. Vous risquez en tout cas de rentrer dans une démarche consumériste. Donc je pense que ce n'est pas le bon sujet ou la bonne réponse. Mais j'ai toujours mon problème. Comment je modifie mon organisation? Comment je fais du management du changement? Et comment je le fais de la façon meilleure, la plus lissée, la plus efficace? Celle qui permet d'éviter tensions, conflits, heurts, résistances. Donc, comment je fais? Et je vous pose la question, comment on intègre les différentes parties prenantes? Eh bien, on va faire comme a dit Christian. Alors, il a soumis plusieurs exemples, justement. Donc, premier point, je dois gérer mon changement. Je suis le chef. Ma première tendance, ça va être prendre une décision unilatérale. Je suis le boss. Je donne un ordre, tout le monde applique. Bon, c'est pas très une logique de compromis, et à mon sens, c'est pas très efficace. Quel est le risque que vous avez? Tension, blocage, résistance, attentisme? C'est pas ça qui fera avancer votre schmilblick. Donc, je recommande la deuxième. Le compromis. Le compromis ou la co-construction dessus. Co-construction, une solution. Donc, co-construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais identifier le problème, baisse de la natalité par exemple, et le faire partager par tous mes acteurs. C'est qui vos acteurs? Les acteurs principaux dans votre éducation? Vous avez le scolaire, les professeurs, pardon, les enseignants. Le corps professoral, les enseignants, le corps il y a l'autre professoral. partie prenante, les parents, vous le disiez tout à l'heure. Vous avez une autre partie prenante qu'il ne faut pas oublier, vos administratifs, vos contractuels, ceux qui sont de droit privé. Il faut aussi quand même les mettre dans une démarche de changement parce qu'ils seront impliqués. Après, j'ai les parents d'élèves. Alors, j'ai les parents d'élèves avec deux possibilités. J'ai les associations, l'appel, mais est-ce que tous les parents adhèrent à l'appel? Ouais. Donc j'ai aussi des parents qui sont individuels, qui sont individualisés. Est-ce que ceux-là, je les mets à part ou pas à part? Ou comment je peux les contacter? Qu'est-ce qui peut me rester d'autre comme acteur extérieur? La mairie? Les instances locales? Donc ça me fait du monde dessus. Je pense que la bonne réponse, en tout cas la recherche de réponse, c'est avec tous ces acteurs, analyser le problème et s'ouvrir tout le champ possible de solutions. Et il est large. Casser la boîte, innover, accepter ce qui n'est pas acceptable ou ce qui n'est pas entendable. Accepter des idées particulières. Alors je peux vous en donner une. J'ai deux cantines dans un village, une cantine publique, une cantine privée. Ah, est-ce que je peux peut-être réfléchir à fusionner mes fonds communs, mes moyens communs? Plein de choses, mais en tout cas, laisser libre, ouvert à toutes les possibilités qui existent. Après, il faut faire un choix. Et si je veux que le choix fonctionne, il faut que ça soit un choix collectif. Que chacune des parties prenantes ait un intérêt à cette démarche-là. Donc, je vais essayer de trouver l'intérêt commun entre mes différents partenaires. Là, sur lequel on va pouvoir construire, s'engager
En entreprise, on fera un accord. Dans un système comme le vôtre, je ne sais pas. Mais en tout cas, avoir une démarche commune sur un fond d'intérêt commun. Et à ce moment-là, vous faites un changement lissé, graduel, tranquille, sans opposition. Et c'est quand même la base de toute réussite de gestion du changement. Sans opposition, voilà pour ce que vous nous dites, il y a différentes solutions dont vous parlez. Le compromis par l'innovation qui était évoqué par Christian Tudrose. François Ariès, il y a quand même une question que je ne vous ai pas posée, on aurait pu démarrer par celle-là, et Christian Tudrose aussi. Est-ce que le compromis est une absolue nécessité? C'est le but à obtenir à tout prix? Faut-il nouer des compromis avec Donald Trump? La réponse est oui. Faut-il toujours nouer des compromis avec Donald Trump et surtout aujourd'hui? La réponse est non. Donc c'est à nous de choisir les situations où effectivement le compromis est une bonne option parce que ça nous permettra de parvenir à nos objectifs sans trop effectivement qu'il y ait de casse. Mais dans un certain nombre de situations, Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline ont décidé de ne pas faire de compromis en 1942 et le choix délibéré de vaincre jusqu'au bout, de détruire l'État nazi. Il n'y a aucunement été question, évidemment, de faire des compromis. Actuellement, sur le Groenland, vous voyez qu'il y a des possibilités de faire à la fois un certain nombre de compromis, notamment l'envoi d'une mission militaire européenne, et donc de se mettre d'accord entre alliés et de prévenir les États-Unis. Mais il est évident que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il fasse faire un certain nombre de compromis. Alors, il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est l'urgence. Si vous voyez un enfant qui commence à monter sur le toit, vous allez peut-être pas entamer une démarche de co-discussion avec lui pour co-déterminer qu'il va descendre. Vous allez déjà le faire descendre. Après, vous allez peut-être discuter avec lui pourquoi il est monté. Mais l'urgence limite le compromis. François Ariès, le compromis et parvenir à un compromis suppose, et ça fonctionne, si les acteurs ont envie de se parler. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut établir un climat de confiance pour ça. Comment on l'établit quand c'est plutôt tendu? Vos bonnes recettes, François Ariès? J'ai pas de recette. Par contre, j'ai une histoire. Allez-y, à la lumière des exemples dans les entreprises par lesquelles vous êtes passé. Donc, j'arrive il y a quelques années, et j'arrive dans une société américaine qui a eu la particularité de faire 4 structurations successives en 4 ans. Ils étaient 3000, ils ne sont plus que 1000. Donc, climat de confiance avec les salariés, faible. Climat de confiance avec les partenaires sociaux, mort. Et là, on vous donne la mission de remettre le truc à plat. Alors, comment on remet ça à plat? La première démarche que vous devez avoir d'ailleurs, avant tout avancement, ou tout projet, ou toute démarche, c'est rétablir une confiance entre les partenaires. Dans le cas présent, entre moi et les syndicats. Première chose, je vais rebondir à ce qu'a dit Madame Keller. Madame Keller, c'est la notion de respect. Par principe, je respecte les autres, quelle que soit leur opinion, quels que soient leurs sentiments, quels que soient, même s'ils sont opposés au monde, voire quelles que soient leurs valeurs personnelles, même si elles sont opposées. Le deuxième point, si je veux rétablir une confiance, il va falloir que je prenne une démarche ou une communication plus transparente. J'ai confiance en mon épouse et j'espère qu'elle a confiance en moi parce qu'on fonctionne d'une façon transparente. Si je commence à lui cacher des choses, je ne suis pas certain que ça durera très longtemps, la confiance dessus. Donc avoir une démarche transparente, accepter de communiquer sur les chiffres, accepter de communiquer sur les difficultés rencontrées et accepter d'avoir une pédagogie de la discussion. Vous avez devant vous des interlocuteurs qui ne sont pas forcément du même niveau intellectuel que vous, on n'a pas forcément les mêmes études. Donc il faut parler aux gens et leur parler sur leur niveau de communication, de vocabulaire, ainsi de suite dessus. Et ça, c'est fondamental. Deuxième point, c'est avoir avec vos équipes un contact, une communication régulière. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Vous le faites certainement tous.
Mais je pense qu'on peut toujours faire mieux dans ce cadre-là. L'acceptation des différents points de vue. Bon, j'ai discuté avec un de vos collègues qui a un CSE qui est un peu compliqué ou complexe en tout cas. Eh bien, vous acceptez les points de vue de vos interlocuteurs. Je ne sais pas si vous avez des syndicats comme Sud dans vos équipes, mais acceptez les opinions de Sud. Acceptez aussi que vos représentants élus, parce que moi je suis plutôt dans le social, ont bien été élus. Donc ils ont une légitimité populaire. Ce n'est pas uniquement des emmerdeurs pour vous, c'est des emmerdeurs légitimes. Emmerdeur légitime, là, la formule est retenue. En tout cas, en toutes circonstances, il faut rester clair. Oui ou non, on reste clair. Et la troisième chose, ou la dernière chose d'ailleurs, c'est quand vous prenez... Vos partenaires n'aiment pas le flou. Par contre, ils gèrent très bien le non. Ils gèrent très bien le oui aussi. Donc, quand vous avez des élus, des syndicats ou des représentants syndicaux ou des élus de CE, quand vous dites non, c'est un non, mais c'est un non justifié, clair, pédagogiquement expliqué. Et quand c'est un oui, vous faites la même chose. Mais vous dites jamais peut-être. Vous dites jamais on verra la fois prochaine. Je ne peux pas vous dire autre chose. Comment je fais mon travail sociétal? Il y a ça la notion derrière de faire société, Christian Tudrose, François Ariès, faire ce travail sociétal à l'interne et à l'externe. Il y a des parents d'élèves, c'est cette partie-là, on amène les parties prenantes à être intelligentes. Autrement dit, dans votre logage, travailler pour l'intérêt collectif, sortir de cette logique de consommation seulement. Réponse abrupte dessus. Vous êtes un acteur d'une société locale. Vous êtes acteur dans un village, vous êtes acteur dans une ville, vous êtes acteur dans un collectif dessus. Je ne sais pas les relations que vous avez avec ce collectif-là. Est-ce que vous voyez souvent le maire? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que vous voyez les chottiers de la presse locale, la Mayenne Libre par exemple, pour citer que la Mayenne? Est-ce que, il y a 30 ans, je vous aurais dit, est-ce que vous voyez souvent monsieur le curé? Donc, tous vos acteurs locaux dessus. Est-ce que vous avez des relations avec eux? L'école ne doit pas être une tour d'ivoire. Christian Tudrose, sur cet aspect d'écosystème local sur lequel on doit s'appuyer. Oui, tout l'essentiel vient d'être introduit. Juste avant, vous parliez de cette question de l'intérêt commun, de l'intérêt collectif. Et ma façon de poser le problème est un peu la suivante, c'est est-ce que cet intérêt collectif préexiste à la conscience qu'ont les acteurs de cet intérêt? Généralement, on pense à ces intérêts et on ne se pose que très 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 rarement la question quelle est la part donc de ces intérêts qui peuvent être, de mes intérêts qui peuvent être collectivisés. Et donc on oublie, c'est un autre biais cognitif important, on oublie que c'est à partir des différences que les compromis peuvent se construire, précisément. C'est parce que nous avons un certain nombre de besoins ou d'aspirations et ils peuvent être satisfaits pour la plupart qu'en acceptant que ceux des autres soient également satisfaits. Je serai rapide, il y a un exemple, c'est l'exemple de l'orange par donc l'ouvrage de Roger Fischer et William Ury, les techniques dites de négociation raisonnée. Vous avez deux sœurs, vous avez une orange, et chacune des sœurs se bat pour l'orange. Mais quand vous menez l'enquête et que vous posez la question, mais c'est quoi votre intérêt à vous, sœur 1, pour avoir cette orange? Elle répond, je veux faire un gâteau, j'ai besoin du zeste. Et la sœur 2, à la même question, répond, j'ai besoin de la pulpe, je vais me faire un jus d'orange. À partir de ce moment-là, l'intérêt collectif se constitue en tant que tel, mais à partir de cette différence d'intérêt. Et on met d'accord les deux sœurs parce que, évidemment, il y a un espace pour cela. Donc, on a un peu tendance à négliger cet aspect. L'intérêt collectif se construit par les partis à partir de leurs intérêts personnels. Si on en revient à la lumière de ce que nous dit Christian Tudrose sur l'intérêt commun, François Ariès, si on en revient à notre cas pratique. Je vais revenir à mon cas pratique dessus. Donc, vous avez une société qui est en difficulté économique, ça arrive. Vous avez une société qui socialement n'allait pas bien, donc on a reconstruit le social.
À partir de là, on va pouvoir essayer de déterminer des pistes, des solutions de travail dessus. Une de celles qu'on avait trouvées, c'était une modification de la convention collective. Donc, en 2 mots, on était sur une convention collective de la métallurgie qui était plutôt avantageuse, et notre métier est devenu plutôt de la logistique, donc on a une convention collective du transport qui est beaucoup moins avantageuse. Et on détermine que c'est un des points d'amélioration qu'on a dessus, à la fois en coût direct et à la fois en coût indirect. Parce qu'il faut parler argent quand même. À un moment donné, il faut parler sous quand même. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Mais pour changer de ça, vous avez 2 pistes légales. La première, vous allez voir l'inspection du travail et vous lui dites « Mon activité ne correspond plus à ma régulation sociale. Donc je vous demande autoritairement de modifier effectivement ma convention collective. » Même chose dessus. Ça devient une décision, ça devient un ordre. Est-ce que vous acceptez de suivre un ordre? Pas forcément. Si toujours sur ma gestion du changement lycée, il faut qu'on adhère dessus. Donc, le premier point qu'on a fait avec les partenaires sociaux, c'est qu'on s'est mis d'accord sur le constat. À partir du moment où on s'est mis d'accord sur le constat, et là, on entre dans une logique de négociation, on va déterminer ce qui est fondamental pour l'entreprise et ce qui est fondamental pour les partenaires sociaux. Et là, vous négociez. Puis vous trouvez un compromis. Chacune des parties, patronale ou syndicale, va accepter de lâcher un petit peu ce qu'elle n'avait pas souhaité lâcher au départ. Mais globalement, on va y arriver là-dessus. Et le système de concession ou cette recherche de compromis, ça va vous permettre de passer un accord, donc de sanctifier cet accord et ce compromis donné dessus. Et pour terminer sur cet exemple... Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut graver dans le marbre ce qui est donné par rapport à la parole, qu'elle soit claire, oui ou non, en toute transparence, si je résume votre cas pratique. Je voudrais prendre 3 points qu'a sorti Christian. Première chose, c'est identification et partage de l'enjeu. Si on cherche une solution, il faut qu'on soit d'accord sur le problème. Ce n'est pas négociable dessus. La deuxième chose, c'est conception de solution. Mais conception de solution ouverte. On cherche des pistes. Il n'y a pas de mauvaises pistes dessus. Il faut laisser ouvrir sa capacité d'imagination, sa capacité de réflexion, son ouverture. Et après, vous avez une liste et vous allez sélectionner dessus. Et dans le cas de cette société américaine, la sélection des partenaires sociaux, c'était conserver un certain nombre de primes, licenciement et ancienneté. Et l'accord de la direction, c'était changer de convention collective. Et ça s'est fait très bien dessus. Et vous pouvez demander à Christian, changer de convention collective dans une société, c'est pas ça. Le 50-50, c'est un mythe? Christian Tudreau, ça vous fait sourire? Oui. Pourquoi? Je vous raconte une histoire. C'est l'ancien président d'État d'Israël, dans les années 60, Lévi Eshkol. Quand il était dans une réception, dans un congrès, et qu'il y avait une hôtesse qui lui demandait, ou un hôte qui lui demandait, « Monsieur Eshkol, thé ou café ?» Il répondait « moitié-moitié ». Évidemment, la personne était interloquée, non, mais, etc. Et Lévi Eshkol ajoutait, vous voyez bien qu'il ne faut pas recourir à un certain nombre de compromis. Alors, ce n'est pas strictement 50-50, mais on mélange à 50% de breuvages totalement différents. Donc, il y a cette perception que nous avons que finalement, d'ailleurs on a des expressions, faire la moitié du chemin par exemple, mais parce que très honnêtement, pour moi, le compromis sous sa forme 50-50, c'est la forme la plus appauvrie du compromis. C'est-à-dire quand ceux qui sont autour de la table et qui essayent de nouer un compromis, en gros, ne se sont pas fatigués, ils sont allés au plus simple. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un camp de base. Une fois qu'ils se sont mis d'accord sur une formule, on pourrait faire moitié-moitié. Ok, c'est un point acquis. Mais alors, comment on peut enrichir chacune des moitiés? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que dans le pot commun, il y ait encore plus de satisfaction? Pas si vous voulez réagir là-dessus, François Ariès, sur cette notion de 50-50, faire la moitié du chemin, donc qui est un mythe selon Christian Tudreau, ou en tout cas réagir aussi sur ce que vous avez commencé à expliquer politiquement, sur la culture du compromis plus
en Allemagne. On est à Strasbourg, on peut continuer à parler des différences entre la France et l'Allemagne. En entreprise également, cette notion de culture du compromis qui n'est pas la même. La culture du compromis en Allemagne et dans le monde du travail, elle est ancrée depuis, je pense que tout le monde est né après cette période, rapidement. Parler des années 20. Ça commence dans les années 20, il y a eu un léger intermède pendant une période que tout le monde connaît, mais on va repartir de 46. En 46, vous avez effectivement une loi, en fait, qui va instituer ce qu'on peut appeler le conseil d'entreprise, qui ressemble à notre comité d'entreprise, à notre comité économique et social aujourd'hui, et qui établit un partage de pouvoir avec des salariés, représentants syndicaux, qui ont un droit de veto sur certaines décisions. Ça amène votre patronat à trouver une solution de rechange. Vous devez aller sur le compromis si vous voulez avancer dessus, parce que votre adversaire a des moyens. Vous allez, et si vous quittez le monde de l'entreprise et que vous montez au monde de la négociation sociale, le droit de grève en Allemagne existe. Vous pouvez faire grève dessus. Mais vous n'allez pouvoir faire grève qu'après un processus de négociation, après de médiation, après d'arbitrage dessus. Et c'est qu'au bout de la fin de ce processus que le mouvement de grève peut se faire. Pourquoi on a cet équilibre? Alors ça, c'est mon avis. Je ne suis pas certain que Christian partagera mon avis. Mais on a un équilibre, effectivement, des forces syndicales et du patronat en Allemagne qui est beaucoup plus fort qu'en France. Les syndicats allemands sont puissants. Ils sont riches. Ils peuvent faire la grève longtemps. Ils ont une capacité financière. Or, un bon compromis, c'est aussi un rapport de force qui est un peu équilibré. Moi, j'ai une question, parce que vous savez qu'on aime bien quand l'actualité, on parlait des agriculteurs tout à l'heure du Mercosur, nous rattrape avec les interventions ici sur scène. Comment est-ce qu'on se retrouve avec un consensus pour un 49.3, par exemple? C'est un 49.3 négocié. C'est un compromis, mais on a utilisé le terme depuis septembre, et puis là, on n'en parle plus, et on ne parle plus que du 49.3, mais c'est la même chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a effectivement une perception dans notre tradition culturelle en France où, si vous utilisez le mot compromis trop souvent, on va vous suspecter d'être pour la compromission, évidemment, ou que vous faites de la compromission. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu, j'imagine dans les couloirs de l'Assemblée, c'est ce qu'on doit lui reprocher. Là, de ce point de vue, il y a une erreur de jugement, parce qu'on confond des situations qui ne sont pas les mêmes. Si vous faites un deal, un arrangement, et nous en faisons dans nos familles, avec les voisins, dans nos organisations en permanence, il n'y a pas forcément un contrat en bonne et due forme qui est signé, si vous voulez. Or, on passe des arrangements. Mais dès qu'on passe à quelque chose qui est nécessairement plus formalisé, on a la main qui se retient un peu et on n'ose pas aller au bout de la logique. Donc effectivement, Sébastien Lecornu passe son temps à dire qu'il n'a pas véritablement négocié, ou le gouvernement lui-même n'utilise pas le mot de négociation, mais dit concertation. Et vis-à-vis des partenaires sociaux, c'est effectivement ça. Le conclave des retraites initié par François Bayrou en début d'année dernière, il l'a appelé conclave et il ne l'a jamais appelé négociation, par exemple. Donc, c'est un peu ce problème-là. En gros, on est un peu comme M. Jourdain, on fait des compromis, mais le mot même a cette connotation un peu négative. Réaction, François Ariès, et ce sera le dernier mot, on s'approche de la fin de votre intervention, sur cette négociation ou ce compromis par position. Alors, en technique de négociation, vous avez deux grandes techniques qui existent. Ce qu'on appelle d'abord la négociation sur position, dessus, sur lequel chaque partie va rester effectivement sur son domaine. Et là, on va arriver à ce que les Anglais appellent du bargaining, c'est du marchandage. On va lâcher petit à petit au fur et à mesure dessus. L'exemple le plus clair, c'est les négociations obligatoires sur les salaires. Donc, je lâche 50, je casse 51, 52, 53. Vous avez un autre style de négociation qui existe, c'est ce qu'on appelle la négociation par intérêt dessus. Et la négociation par intérêt, vous allez chercher de trouver
non pas l'apparent, mais l'intérêt caché, éventuellement d'ailleurs pas connu des participants, de chacun des négociateurs. Vous avez un exemple qui est intéressant ici, qui est un exemple international, que je vais synthétiser rapidement, qui est la paix entre l'Égypte et Israël. Donc je ne sais pas si les accords de Camp David vous rappellent quelque chose, aux plus vieux j'espère, aux plus jeunes ça sera donc un petit cours dessus. Donc vous avez deux pays qui sont faits 4 guerres successives, 49, 54, 67, 74. Ça fait un contentieux quand même dessus, 4 guerres dessus. Et vous avez les Américains qui décident effectivement, enfin qui tentent effectivement, comme aujourd'hui d'ailleurs, de faire un accord de paix dessus. Et l'accord de paix, il réunit Israël et l'Égypte. 2 pays antagonistes, 2 pays de cultures différentes, 2 pays de valeurs différentes. Comment ils ont fait la paix après un historique aussi fort? Les négociateurs américains ont été assez forts en fait là-dessus. Parce qu'ils n'ont pas cherché l'apparent, ils ont essayé de chercher le déterminant caché de chacun des intérêts des 2 parties. Dans le cas présent, quel était l'intérêt de l'Égypte de conclure? Alors, petit rappel historique, en 67, Israël a conquis le Sinaï. Donc, l'intérêt de l'Égypte, c'est récupérer le Sinaï. Historiquement, c'est la terre des pharaons, c'est symbolique, c'est important pour Anwar el-Sadat à ce moment-là. Quel est l'intérêt d'Israël? Vous êtes tous très forts en géographie. La problématique d'Israël, c'est un pays qui fait 60 km de large. C'est un pays qui est toujours sur la défensive. C'est un pays qui est né dans la guerre dessus. Donc ce que lui cherche, et ce que le gouvernement cherche, c'est la sécurisation du territoire. En militaire, on va appeler ça la profondeur stratégique. Et le Sinaï donnait à Israël, lui, une profondeur stratégique. Donc, comment ils se mettent d'accord? Eh bien, ils se mettent d'accord, et le résultat a été que l'Égypte a récupéré la propriété du Sinaï, officiellement, mais que le Sinaï a été démilitarisé, répondant ainsi au souhait d'Israël de conserver sa profondeur stratégique. Quand vous êtes en négociation, essayez de trouver le déterminant caché qui puisse exister. Voilà pour la formule sur laquelle on restera. Merci François Ariès, merci beaucoup Christian Tudroz, applaudissements pour nos intervenants s'il vous plaît. La promesse du compromis, merci beaucoup.